Je m'appelle Matthew, et j'ai 36 ans. À Thanksgiving dernier, mon père a renversé une table de salle à manger en chaîne de 140 kilos, envoyant une dinde de 9 kilos et 5 bouteilles de vin coûteux s'écraser sur les genoux de ma mère. Ce fut le plus beau désastre que j'ai jamais vu. Mais avant de vous parler du silence qui a suivi ce fracas, un silence si assourdissant qu'il semblait pouvoir briser les os, et avant de vous raconter comment j'ai expulsé ma propre mère de la maison qu'elle pensait posséder, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir qui m'accompagne dans cette folle aventure. Pour comprendre pourquoi un homme calme et retraité, comme mon père, détruirait un dîner de fête, il nous faut remonter 4 heures avant que la dinde ne s'écrase par terre. J'étais assis dans mon SUV, garé à 2 rues de la maison de mes parents. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Dans le rétroviseur, je pouvais voir mon fils, Julien. Il a 7 ans. Il portait cette petite cravate à clip, qu'il avait insisté pour choisir lui-même, car il voulait avoir l'air chic pour sa grand-mère. Il regardait par la fenêtre, comptant les écureuils qui grimpaient à un chêne. Il n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Mon téléphone a vibré sur la console centrale. L'écran s'est allumé avec le nom Carter. Carter n'est pas seulement mon meilleur ami, c'est aussi l'avocat immobilier le plus redoutable de l'État. J'ai décroché. Et, Carter. Joyeux Thanksgiving. Ne me souhaite pas encore un joyeux Thanksgiving, Matt. La voix de Carter était sérieuse, coupant à travers les grésillements. Je t'appelle juste pour m'assurer que tu as le dossier. Le bleu. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste. Je pouvais sentir l'enveloppe épaisse contre mes côtes. Je l'ai. Il est juste là. Tu es sûr de vouloir faire ça? Demanda Carter. Une fois que tu auras sorti ces papiers, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu le sais, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une simple dispute sur la politique ou le football. C'est l'option nucléaire. J'ai de nouveau regardé dans le rétroviseur. Julien a croisé mon regard et a souri, en agitant une petite figurine en plastique vers moi. Je sais, ai-je dit, ma voix plus basse maintenant. Mais si elle commence, si elle fait ce qu'elle fait d'habitude, c'en est fini, Carter. J'en ai assez d'être un paillasson. J'en ai assez que Julien soit traité comme un citoyen de seconde zone. Bien, dit Carter, parce que j'ai revu l'acte de propriété ce matin. Il est inattaquable. Tu as toutes les cartes en main, Matt. Il faut juste que tu sois prêt à les jouer. Appelle-moi si tu as besoin d'argent pour la caution. Il a ri, mais je savais qu'il ne plaisantait qu'à moitié. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. L'air dans la voiture semblait lourd. Papa? Demanda Julien depuis l'arrière. On est bientôt arrivé? Presque, mon grand, ai-je dit, en arborant ma meilleure voix faussement joyeuse. Juste une petite minute. Et, tu te souviens de la règle? Julien a hoché la tête. Si mamie dit quelque chose de bizarre, je te le dis. Et si je suis triste, on s'en va. C'est exact, ai-je confirmé. On s'en va, quoi qu'il arrive. Même si on n'a pas encore mangé la tarte. J'aime la tarte, murmura Julien. Je sais. Mais on pourra acheter une tarte entière, rien que pour nous, s'il le faut. J'ai mis la voiture en marche et j'ai avancé dans la rue. Mes parents habitent dans un quartier agréable, des pelouses manucurées, de grandes maisons coloniales, des drapeaux américains flottant sur les porches. Cela semble parfait. Cela ressemble au genre d'endroit où vivent des familles heureuses. Mais je connaissais la vérité. En entrant dans l'allée, mon estomac s'est noué. Je l'ai vu immédiatement. Mon SUV est une voiture solide, sûre, fiable, chère mais discrète. Mais garée en plein milieu de l'allée, occupant 2 places, se trouvait une Lamborghini Urus jaune vif. J'ai poussé un soupir qui a fait vibrer ma poitrine. Caleb était là. Mon frère Caleb, l'enfant prodige, l'homme de 40 ans qui se comportait encore comme un président de fraternité. En voyant cette voiture, je savais exactement comment la journée allait se dérouler. Il ne possédait pas cette voiture, c'était impossible. Caleb était sans emploi depuis 3 ans. Il se disait l'entrepreneur, ce qui signifiait généralement qu'il empruntait de l'argent pour financer des idées, qui échouaient en moins de 3 mois. Je me suis garé dans la rue, car il n'y avait plus de place dans l'allée de la maison, que, techniquement, c'était moi qui payais.
Nous sommes sortis de la voiture. Le vent était glacial, typique de novembre. J'ai remonté la fermeture éclair du manteau de Julien et je lui ai pris la main. Sa main était petite et chaude dans la mienne, c'était la seule chose qui me gardait ancré. Nous avons remonté le chemin. Je pouvais entendre des rires venant de l'intérieur, des rires forts et tonitruants. C'était Caleb. J'ai sonné à la porte. J'avais toujours une clé, bien sûr, mais j'ai sonné. J'avais l'impression d'être un invité. Ma mère, Éléonore, a ouvert. Elle portait un tablier qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, ses cheveux laqués en un casque de perfection. Oh, dit-elle. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il ne l'a jamais fait avec moi. Tu es là. On pensait que tu t'étais peut-être perdu. Salut, maman, ai-je dit. Joyeux Thanksgiving. Elle a baissé les yeux vers Julien. Julien lui a souri, ce sourire innocent aux dents écartées, qui fait fondre tous les cœurs. Tous sauf le sien. Salut, mamie, a gazouillé Julien. Bonjour, dit-elle sèchement. Elle ne s'est pas penchée pour le serrer dans ses bras. Elle n'a pas ouvert les bras. Elle s'est juste reculée pour nous laisser entrer. Essuyez-vous les pieds, s'il vous plaît. Je viens de faire nettoyer les tapis. La boue est terrible à cette période de l'année. Elle n'avait pas dit ça à Caleb, j'en étais certain. Nous sommes entrés dans la chaleur du couloir. L'odeur de dinde rôtie, de sauge et de parfum coûteux m'a frappé. Ça sentait mon enfance, ce qui signifiait que ça sentait l'anxiété. Matthew. La voix de mon père venait du salon. Mon père, Joseph, est apparu dans le couloir. Il avait l'air fatigué. Il avait toujours l'air fatigué ces derniers temps. Ses épaules étaient affaissées et ses cheveux plus clairsemés que la dernière fois que je l'avais vu. Mais quand il a vu Julien, son visage s'est illuminé. Voilà mon grand champion. Papa s'est agenouillé, chose que maman ne ferait pas, et a ouvert les bras. Julien a lâché ma main et a couru vers lui. Papy. Ils se sont étreints, et pendant une seconde, j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher. Au moins, papa était de notre côté. Au moins, papa essayait. Comment vas-tu, mon fils? Me demanda papa, en se relevant et en me serrant la main. Il m'a attiré dans une étreinte rapide et brusque. Bon trajet? Oui, papa. Ça a été. As-tu vu la voiture de Caleb? Interrompit maman, sa voix stridente d'excitation. Elle rayonnait maintenant, regardant par la fenêtre la monstruosité jaune dans l'allée. Une Lamborghini. Tu te rends compte? Il dit que les affaires marchent du tonnerre. Il réussit tellement bien. J'ai regardé papa. Papa a détourné le regard, ses yeux se fixant sur le sol. Il savait. Je savais. Mais maman vivait dans un monde fantastique, où Caleb ne pouvait rien faire de mal. C'est une location, maman, avais-je envie de dire. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Allez donc au salon, nous a-t-elle congédié d'un geste de la main. Les garçons regardent le match. Je dois vérifier la cuisson. Et Matthew, essaie de ne pas trop parler de ton travail. Tu sais, Caleb est susceptible, car ton métier est si technique. Restons légers. J'ai failli rire. Je dirige une entreprise de technologie. J'emploie 200 personnes. Je paie pour cette maison. Mais bien sûr, ne contrarions pas Caleb, qui est probablement en train de commettre une fraude électronique au moment où je vous parle. Viens, dis-je à Julien. Allons voir tes cousins. Si seulement j'avais su que dans moins de 3 heures, cette table de salle à manger serait renversée, j'aurais peut-être fait demi-tour et serais parti sur le champ. Mais nous sommes entrés dans le salon, et le cauchemar a commencé. Le salon était dominé par un écran de télévision massif de 80 pouces, un autre cadeau que je leur avais fait à Noël dernier, bien que maman ait dit à tout le monde que c'était Caleb qui l'avait choisi. Caleb était avachi sur le fauteuil inclinable en cuir, une bière à la main, hurlant sur le match de football. Il avait l'air en forme, je dois l'admettre. Il avait la mâchoire carrée, les cheveux, la montre de luxe. Il avait l'air de la réussite, à moins de regarder attentivement ses yeux, qui s'agitaient nerveusement à chaque vibration de son téléphone. Ses 2 fils, Braden et Connor, avaient 10 et 11 ans. Ils se roulaient par terre en se battant brutalement.
Salut, Caleb, ai-je dit. Caleb leva les yeux, arborant un sourire qu'il avait tiré d'une douzaine d'arrestations dans sa vingtaine. Matt? Le fils prodigue est de retour. Tu conduis quoi ces jours-ci? Toujours ce tank? C'est une bonne voiture, ai-je répondu d'une voix égale. Sûr? La sécurité, c'est ennuyeux, mon frère, a ri Caleb, en prenant une gorgée de bière. Tu as vu la bête dehors? Ça, c'est de la puissance. De l'ingénierie italienne. Belle location, ai-je dit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La pièce devint silencieuse une fraction de seconde. Les yeux de Caleb se plissèrent. Location avec option d'achat, en fait, a-t-il menti. Le marché est fou en ce moment. La crypto explose. Tu devrais t'y mettre, Matt. Je pourrais te montrer les ficelles, même si tu es plutôt du genre lent et prudent. Je l'ai ignoré et j'ai baissé les yeux vers Julian. Julian tenait sa figurine, regardant ses cousins. Salut, Bradan. Salut, Connor, dit timidement Julian. Bradan regarda Julian, puis Caleb. Il ricana. Pourquoi il porte une cravate? On dirait un serveur. Caleb a reniflé. C'est vrai qu'il a l'air un peu guindé, non? C'est une belle cravate, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. Il voulait être élégant pour le dîner. Peu importe, dit Connor en se retournant vers la télé. Ne te mets juste pas devant l'écran, d'accord? Julian s'est recroquevillé contre ma jambe. J'ai posé une main sur son épaule. Cette dynamique n'était pas nouvelle, c'était l'histoire de ma vie. Laissez-moi vous ramener 20 ans en arrière. J'avais 16 ans. J'avais travaillé tout l'été à tondre des pelouses pour économiser pour une voiture. J'avais 2000 € dans une boîte à chaussures. Caleb, qui en avait 20, venait de détruire sa troisième voiture, en état d'ivresse, bien que maman ait appelé cela un malentendu avec la police. Le jour de mon anniversaire, je suis descendu en espérant peut-être un petit coup de pouce pour acheter une Honda d'occasion. À la place, il y avait une Mustang neuve dans l'allée, avec un nœud rouge. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru, pour la première fois de ma vie, qu'il me voyait. Puis, maman a tendu les clés à Caleb. Il a besoin d'un nouveau départ, m'avait-elle dit, sans même me regarder dans les yeux. Il a subi un tel traumatisme avec l'accident. Tu es fort, Matthew. Tu peux continuer à travailler. Tu as du caractère. J'ai eu du caractère. Caleb a eu une Mustang. Mais le pire moment, celui qui a vraiment brisé quelque chose en moi, c'était il y a 7 ans. Ma femme m'avait quitté. C'était chaotique, douloureux, et j'étais seul. J'ai décidé d'adopter. J'avais toujours voulu être père, et j'en avais les moyens. Quand j'ai rencontré Julian, il était un bébé en famille d'accueil. Il avait ses grands yeux pleins d'âme. J'ai su instantanément qu'il était mon fils. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. J'étais si heureux, j'en pleurais. J'adopte, leur ai-je dit. Il s'appelle Julian. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis maman a parlé. Adopter? A-t-elle dit, le mot ayant le goût du vinaigre dans sa bouche. Mais Matthew, il ne sera pas des nôtres. Il sera le mien, ai-je répondu. Alors il sera le tien. Ce n'est pas pareil, a-t-elle dit. Le sang, c'est le sang. Les garçons de Caleb, eux, portent le nom. Ils portent l'ADN. On ne peut pas juste prendre un enfant et faire comme si c'était la famille. Je ne leur ai pas parlé pendant 6 mois après cela. La seule raison pour laquelle je suis revenu dans leur vie, c'était à cause de papa. Papa m'a appelé un soir, en chuchotant pour que maman ne l'entende pas. Il m'a dit qu'ils étaient en train de sombrer. Caleb avait vidé leur fonds de retraite pour une entreprise qui s'était avérée être une pyramide de Ponzi. La banque était sur le point de saisir leur maison. Ils allaient se retrouver à la rue. J'étais en colère. Mon Dieu, j'étais en colère. Mais je ne pouvais pas laisser mon père vivre dans la rue. Alors, j'ai fait quelque chose que personne ne sait. Pas même Caleb. Surtout pas Caleb. J'ai acheté la maison. J'ai remboursé la banque. J'ai racheté l'acte de propriété. J'ai fait en sorte que mes parents puissent y vivre sans loyer, pour le reste de leur vie.
Je leur ai dit que je m'étais arrangé avec la banque, et qu'ils n'avaient qu'à payer les charges. Maman a supposé que je leur avais simplement prêté un peu d'argent. Elle refusait de croire que je possédais une telle fortune. Dans son esprit, j'étais juste un nerf de l'informatique, et Caleb était le visionnaire qui traversait simplement une mauvaise passe. J'ai gardé l'acte de propriété dans un coffre-fort. Je ne l'ai jamais brandi comme une menace. Je voulais juste qu'il soit en sécurité. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le dossier dans la poche de ma veste me semblait lourd, comme une arme chargée. Matthew. La voix de papa m'a ramené au présent. Peux-tu m'aider avec les boissons? J'ai regardé papa. Il avait l'air épuisé. Il regardait Caleb crier sur la télé, et Bradan donner des coups de pied à l'arrière du canapé. Bien sûr, papa, ai-je dit. Je suis allé dans la cuisine. Maman était là, arrosant la dinde. Maman, ai-je dit, où veux-tu que nous nous asseyions? Elle n'a pas levé les yeux. Eh bien, la table ne peut accueillir que 8 personnes confortablement. Et nous avons Caleb, sa femme, les 2 garçons, moi, ton père. Elle a laissé sa phrase en suspens. Ça fait 6, ai-je dit. Plus moi et Julien. Ça fait 8. Ça rentre parfaitement. Elle a essuyé ses mains sur un torchon et s'est enfin tournée vers moi. Son visage était un masque de fausses excuses. Eh bien, Caleb aime avoir de la place, et les garçons sont si grands maintenant. Ils ont besoin d'espace. J'ai installé la table pliante dans le coin repas pour toi et le petit. Le coin repas? Dans la cuisine, loin de la salle à manger? Tu veux que mon fils et moi mangions dans la cuisine? Ai-je demandé à voix basse. C'est plus intime, a-t-elle insisté. Et il est salissant. Tu sais comment sont les enfants. Je ne veux pas de sauce au canneberge sur la nappe en soie. Elle est ancienne. Bradan a renversé du jus de raisin sur cette nappe l'année dernière, et tu as ri, lui ai-je rappelé. C'était un accident. A-t-elle répliqué sèchement. Écoute, Matthew, ne fais pas de scène. C'est Thanksgiving. Assieds-toi où je te le dis. C'est ma maison, ce sont mes règles. Ma maison. Les mots résonnaient dans ma tête. J'ai glissé la main dans ma poche et j'ai touché le dossier. Pas encore. Je devais attendre. Je devais voir jusqu'où elle pousserait les choses. Très bien, ai-je dit. Mais Julien aura une assiette complète, comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Elle m'a congédié d'un geste de la main. Va me chercher le vin à la cave. Le plus cher. Caleb a quelque chose à fêter. Je suis allé à la cave. J'ai pris une bouteille de Cabernet Vintage. J'ai regardé l'étiquette. C'était une bouteille que je leur avais achetée pour leur anniversaire, il y a 5 ans. Ils l'ouvraient pour Caleb. J'ai serré le goulot de la bouteille. J'avais envie de la fracasser contre le mur, mais je ne l'ai pas fait. Je suis remonté, prêt pour la guerre. L'heure qui suivit fut un cours magistral de torture psychologique. La femme de Caleb, Jessica, était arrivée. C'était une femme qui avait clairement passé 3 heures à se préparer pour avoir l'air de ne pas s'en soucier. Elle est entrée, a embrassé maman sur les 2 joues, et m'a complètement ignoré. Oh, Éléonore, s'est-elle exclamée à ma mère. La maison est divine. Et cette voiture dehors. Caleb cartonne ce trimestre. Je sais, a gazouillé maman en lui tendant un verre de mon vin cher. J'ai toujours su qu'il réussirait. Il a cette vision, tu sais, comme son grand-père. Je suis resté dans mon coin, sirotant un verre d'eau, en les regardant se féliciter mutuellement pour des réussites qui n'existaient pas. Julien était assis par terre, près de la bibliothèque, lisant un livre qu'il avait apporté. Il était assez intelligent pour rester hors de la zone de danger de ses cousins. Bradan et Connor couraient partout dans le salon en hurlant comme des damnés. À un moment donné, Connor est passé en courant devant Julien et lui a accidentellement donné un coup de pied dans la jambe. Oups! Harry Connor. Julien a tressailli, mais n'a pas pleuré. Il m'a regardé. J'ai commencé à m'avancer. Connor! A crié papa depuis son fauteuil. Regarde où tu vas. Il était sur mon chemin, papy. A jeun Connor.
Il était assis tranquillement, a dit papa, d'une voix étonnamment ferme. Excuse-toi. Connor a regardé maman. Il savait qui détenait le pouvoir ici. Oh, Joseph, laisse le petit tranquille, a appelé maman depuis la salle à manger. Ils ne font que jouer. Ce sont des garçons. Et puis, Julien a besoin de s'endurcir un peu. Il est si délicat. Délicat. Le mot de code pour pas l'un des nôtres. Je me suis approché de Julien et je l'ai pris dans mes bras. Ça va, mon grand? Il m'a donné un coup de pied, a murmuré Julien. J'ai vu. Reste près de moi. J'ai décidé de sortir sur la terrasse pour prendre l'air. J'avais besoin de me calmer avant de dire quelque chose que je regretterais, ou avant de frapper mon frère au visage. J'ai ouvert la porte coulissante. Le jardin était gris et endormi. La piscine était couverte. J'ai entendu une voix basse et frénétique. C'était Caleb. Il se tenait au coin de la maison en fumant une cigarette, chose que maman interdisait. Il avait son téléphone collé à l'oreille et transpirait malgré le froid. Je t'ai dit que je l'aurai la semaine prochaine. A-t-il sifflé dans le téléphone? Arrête d'appeler ici. Non, écoute-moi. Ma mère signe les papiers lundi. C'est du sûr. Oui, la ligne de crédit vaut un demi-million. Facile. Donne-moi juste 2 jours de plus. Je me suis figé. La ligne de crédit. La maison. Caleb n'était pas seulement fauché, il était endetté jusqu'au cou auprès de quelqu'un de dangereux. Peut-être des usuriers, peut-être une dette de jeu. Et son plan était de faire en sorte que maman contracte un prêt sur la maison pour le renflouer. Il allait voler leur maison à nouveau. Mais il y avait un problème avec son plan magistral, maman ne pouvait pas céder de garantie sur la maison, parce qu'elle n'en était pas propriétaire. J'ai souri. Un sourire froid et dur. C'était ça. C'était la munition dont j'avais besoin. Mais je devais choisir le bon moment. Si je le dénonçais maintenant, ici, il mentirait. Il inventerait une histoire. Maman le croirait. Il fallait que je le fasse devant tout le monde. Je suis rentré avant que Caleb ne me voie. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'adrénaline. De retour à l'intérieur, l'odeur de la dinde était écrasante. Il était temps de manger. Le dîner est servi, a annoncé maman en agitant une petite cloche en cristal. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. La table était dressée comme dans un magazine, des bougies, de l'argenterie, des verres en cristal. Caleb est entré fièrement et a pris place en bout de table, la place habituelle de papa. Asseyez-vous, asseyez-vous. A-t-il lancé à tout le monde, comme s'il était le roi du château. Festoyons. Papa a hésité, puis s'est assis à la droite de Caleb. Il avait l'air petit, vaincu. Je me suis avancé vers la table avec Julien. Matthew. Maman m'a arrêté, posant une main sur ma poitrine. Ses ongles se sont plantés dans mon pull. Je t'ai dit, le coin repas. Elle a montré la cuisine. Par l'embrasure de la porte, je voyais une petite table pliante bancale, installée contre le mur. Elle était dressée avec des assiettes en carton, des fourchettes en plastique, sans bougie ni centre de table. On aurait dit le coin punition. Maman, ai-je dit assez fort pour que toute la pièce entende, il y a 2 chaises vides juste là, à la table principale. J'ai montré les places au bout. Celles-là sont pour les sacs, a dit Jessica en posant son sac Louis Vuitton sur l'une des chaises. Et les manteaux. On ne voulait pas encombrer le placard. Vous privilégiez un sac à main à mon fils? Ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse. Caleb a ri, un son nerveux et braillard. Calme-toi, Matt. C'est juste une question de place. Ne sois pas si sensible. En plus, les enfants peuvent être turbulents. On veut un dîner tranquille. Julien n'est pas turbulent, ai-je répondu. Ce sont Bradan et Connor qui se battaient dans le salon. Ils ont beaucoup d'énergie, les a défendus instantanément maman. C'est un signe de grande intelligence. Assieds-toi simplement dans la cuisine, Matthew, a marmonné papa en baissant les yeux sur son assiette. S'il te plaît, juste pour aujourd'hui. Je ne veux pas me disputer. J'ai regardé papa.
Il me suppliait du regard. Supporte ça. J'ai regardé Julien. Il regardait le sol, la honte lui brûlant les oreilles. Il comprenait. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Cela faisait plus mal que tout. Très bien, ai-je dit. Viens, Julien. Nous sommes allés dans la cuisine. J'ai fait asseoir Julien à la table bancale. C'est bon, papa, a-t-il chuchoté. J'aime bien cette table. C'est calme. Tu es un bon garçon, lui ai-je dit, la voix brisée. Tu es le meilleur des garçons. De la salle à manger, j'entendais des bouchons sauter. J'entendais des toasts portés. À Caleb, a annoncé maman. À son succès. Et à la famille. À la famille. Ont-ils tous acclamé? Je suis resté assis là, dans la cuisine, à fixer la fourchette en plastique. Papa, a demandé Julien, on peut avoir de la dinde? Je vais t'en chercher, ai-je répondu. Je me suis levé et je suis retourné dans la salle à manger. Il se servait déjà, purée, farce, gratin de haricots verts. Personne ne nous avait appelés. Personne ne nous avait rien apporté. Je suis resté près de la porte, attendant une pause dans la conversation. Alors, maman, a dit Caleb, la bouche pleine de farce, à propos de ces papiers que j'ai mentionnés. L'opportunité d'investissement. Il faut vraiment que tu signes cette autorisation lundi. La banque insiste. Bien sûr, chérie, a dit maman en lui souriant. Tout ce dont tu as besoin. Je te fais confiance. C'est bien la garantie sur la maison, n'est-ce pas? On en a plein qui ne sert à rien. Exactement, a dit Caleb. C'est juste un levier financier. Tu ne t'en rendras même pas compte, et je doublerai la mise en 6 mois. Papa a levé les yeux. Une garantie? Caleb, on en a déjà parlé. C'est notre filet de sécurité. Joseph, arrête de t'inquiéter. A lancé maman. Caleb sait ce qu'il fait. Contrairement à d'autres, il prend des risques. C'est comme ça qu'on devient riche. J'ai serré les poings. Ils étaient en train de voler mes parents, juste sous mes yeux. Et maman lui tendait le stylo. Excusez-moi, ai-je dit en m'avançant vers la table. Julien a faim. La table s'est tue. Ils m'ont regardé comme si j'étais le serveur. Oh, a dit maman. Eh bien, prends une assiette. Il y en a plein. Elle a fait un vague geste vers la nourriture. J'ai tendu la main vers le plat de dinde, qui était juste devant maman. À ce moment-là, Julien, qui m'avait suivi en silence, a tendu sa petite main. Il avait faim. Il voulait juste un morceau de viande. Je peux avoir une cuisse? A-t-il demandé innocemment. Sa main planait au-dessus du plat. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti. Le visage de maman s'est tordu en une grimace de dégoût. Elle n'a pas seulement déplacé le plat. Elle n'a pas seulement dit non. Elle a levé la main et a frappé celle de Julien. Clac! Le son était sec et choquant. Aïe! Julien a retiré sa main, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Ne touche pas à la dinde. A sifflé maman. Elle ressemblait à une vipère. Ses mains grasses. Tu attends qu'on te serve. La table principale est pour mon frère et ses enfants. On ne se sert pas comme ça. Tu pourras manger les restes dans la cuisine, quand on aura fini. Le silence qui a suivi était absolu. Ma vision est devenue rouge. Littéralement rouge. J'ai senti un rugissement monter dans ma gorge, qui allait arracher le toit de la maison. Mais je n'ai pas été le premier à bouger. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Julien tenait sa main, pleurant en silence, regardant sa grand-mère avec une trahison pure. Caleb mâchait, l'air amusé. Jessica vérifiait son téléphone sous la table. Puis, je l'ai vu. Mon père, Joseph, l'homme qui avait baissé la tête pendant 40 ans, qui avait laissé maman tout diriger, qui évitait les conflits à tout prix, a cessé de trembler. Ses mains, qui reposaient sur la nappe, se sont crispées en poing. Il a regardé maman. Ses yeux n'étaient plus fatigués. Ils étaient froids. Ils étaient morts. Qu'est-ce que tu as dit? A demandé papa.
Sa voix était très basse. Maman n'a pas senti le danger. Elle a levé les yeux au ciel. J'ai dit qu'il devait apprendre les bonnes manières, Joseph. Il a failli renverser le plat. Il peut manger les restes. C'est ce à quoi il est habitué, non? D'où qu'ils viennent. Les restes, a répété papa. Joseph, ne commence pas, a prévenu maman. Serre le vin. Je me suis avancé pour attraper maman. J'allais la jeter de sa chaise. Je me fichais que ce soit de la maltraitance envers une personne âgée. J'allais physiquement l'éloigner de mon fils. Papa, ai-je dit, la voix tremblante. On s'en va. Non, a dit papa. Il s'est levé. Lentement, mais avec une force que je ne lui avais pas vue depuis mon enfance. Il a regardé Caleb assis sur sa chaise, la chaise de papa. Sors de ma chaise, a-t-il dit à Caleb. Caleb a ri nerveusement. Waouh, papa, calme-toi. C'est juste une chaise. La voix de papa s'est faite plus forte. Sors. Joseph. Maman a claqué sa main sur la table. Tu es en train de gâcher le dîner. Assieds-toi. Papa s'est tourné vers maman. Tu as frappé un enfant. Tu as frappé mon petit-fils. Il n'est pas. Maman a commencé à le dire. Elle a commencé à prononcer les mots qui allaient sceller son destin. Il n'est pas de notre sang. Papa ne l'a pas laissé finir. Il est plus mon petit-fils que ces deux morveux mal élevés ne le seront jamais. Papa a montré Bradan et Connor, qui se lançaient maintenant des petits pains. Excusez-moi. Jessica s'est levée, offensée. Mes enfants sont. Silence. A rugi papa. Le son a rebondi sur les murs. Maman avait l'air choquée, elle ne l'avait jamais entendu crier ainsi. Je t'ai écouté rabaisser Matthew pendant 30 ans, a dit papa, la voix tremblante de rage. Je t'ai regardé vider notre compte en banque pour renflouer ce fils raté. Il a pointé Caleb. Je t'ai regardé traiter Matthew comme un étranger dans sa propre maison. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui tu frappes un garçon de 7 ans parce qu'il voulait un morceau de dinde. Je ne l'ai pas frappé. Je le corrigeais. A crié maman. Tu lui as dit de manger les restes, a dit papa. Comme un chien. Papa a baissé les yeux sur la table. Il a regardé la dinde parfaitement rôtie, la saucière en argent, les verres en cristal, le symbole de tout ce qui importait à maman, les apparences. Tu tiens plus à cette table qu'à ta famille, a-t-il dit. Ne sois pas dramatique, Joseph, a ricané maman. Assieds-toi et mange. Papa m'a regardé. Il a regardé Julien. Non, a-t-il dit. Personne ne mangera à cette table. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire pour toujours. C'est mon souvenir préféré. Papa a empoigné le bord de la lourde table en chêne avec ses deux mains. Ses jointures étaient blanches. Il a planté ses pieds au sol. Joseph, qu'est-ce que tu fais? A demandé maman, la voix tremblante pour la première fois. Je débarrasse la table, a-t-il répondu avec un grognement d'effort qui venait du plus profond de son âme. Papa a soulevé. La table, qui devait peser 140 kilos toute dressée, s'est levée. Non. A hurlé maman. Papa n'a pas arrêté. Il l'a renversée. Ce n'était pas une petite poussée, c'était un renversement complet. La table s'est mise à la verticale, puis s'est écrasée à l'envers. Le bruit était apocalyptique. Crac. Les assiettes ont volé en éclats. La dinde a roulé sur le sol, laissant une traînée de graisse. La saucière a explosé contre le mur, éclaboussant de liquide brun la blouse en soie blanche de Jessica. Les bouteilles de vin rouge se sont fracassées, projetant du liquide rouge foncé sur le costume de location de Caleb et sur le tapis immaculé de maman. Les bougies ont roulé sur le tapis, s'éteignant en grésillant dans le vin renversé. La pièce a été détruite instantanément. Caleb a reculé en se débattant, tombant de sa chaise. Papa, tu es fou? Maman était assise là, figée, avec de la purée éclaboussée sur son tablier coûteux. Elle regardait les décombres de son parfait Thanksgiving. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Papa se tenait au milieu de la destruction, respirant fort. Il avait l'air d'avoir rajeuni de 10 ans.
Il a regardé maman. Tu peux manger les restes, a-t-il dit. Par terre. J'ai attrapé Julien, qui était bouche bée mais, curieusement, pas effrayé. Il regardait son grand-père comme s'il était un super-héros. Papa, ai-je dit. On s'en va. Papa a enjambé la table renversée. Il a marché sur un morceau de la porcelaine préférée de sa grand-mère, le réduisant en poussière sous son talon. Il n'a pas regardé en arrière. Il s'est approché de nous et a pris la main de Julien. Viens, mon fils, m'a-t-il dit. Je nous paie des hamburgers. Nous sommes allés vers la porte d'entrée. Joseph. Maman a enfin retrouvé sa voix. Elle a hurlé depuis la salle à manger. Si tu franchis cette porte, n'ose pas revenir. Tu m'entends? Je vais divorcer. Je vais tout prendre. Papa s'est arrêté à la porte. Il s'est retourné lentement. Maman avait titubé jusqu'au couloir, couverte de sauce, ressemblant à une sorcière dérangée. Tu ne peux rien prendre, Éléonore, a-t-il dit calmement. Parce que nous n'avons rien. Caleb a tout dépensé. C'est un mensonge. A hurlé maman. On a la maison. Papa m'a regardé. Il m'a adressé un petit sourire triste. Demande à Matthew pour la maison, a-t-il dit. Puis, il a ouvert la porte et est sorti dans l'air froid de novembre. Nous avons descendu l'allée, passant devant la Lamborghini jaune. En passant devant la voiture de Caleb, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y avait un petit autocollant sur le pare-choc, Exotic Rentals of Jersey, tarif journalier. J'ai ri. Nous sommes montés dans mon SUV. Papa s'est assis à l'avant. Julien à l'arrière. Papy, a dit doucement Julien. Tu as fait un sacré bazar. Papa a gloussé. C'était un son sec et rauque. C'est sûr, mon grand. C'est sûr. Tu t'es fait mal au dos? Ai-je demandé en démarrant le moteur. Je me sens super bien, a dit papa. J'ai l'impression de me réveiller d'un coma de 40 ans. Je me suis éloigné en voiture. Je n'ai pas regardé la maison, mais je savais que la vraie explosion aurait lieu demain. Maman pensait détenir le pouvoir à cause de la maison. Elle pensait pouvoir mettre papa dehors. Elle pensait pouvoir signer une garantie sur la maison pour Caleb lundi. Elle n'avait aucune idée que le morceau de papier dans la poche de ma veste était une bombe nucléaire. Nous avons fini dans un endroit appelé Jerry's Diner, à la sortie de la ville. C'était l'un des rares endroits ouverts le jour de Thanksgiving. Ça sentait le vieux café, la graisse de bacon et l'eau de javel. Pour moi, ça sentait le paradis. Nous nous sommes assis dans une banquette en vinyle rouge, papa, moi et Julien. La serveuse, une femme fatiguée nommée Brenda, s'est approchée. Dure journée, messieurs. Vous n'avez pas idée, a dit papa. 3 hamburgers à la dinde avec des frites, et le plus grand milkshake que vous ayez pour le petit. Ça arrive tout de suite, a souri Brenda. Quand elle est partie, le silence s'est installé à table. Mais ce n'était pas le silence tendu de la maison de mes parents, c'était un silence confortable. Papa a regardé ses mains. Je suis désolé, Matthew. Papa, tu n'as pas à t'excuser. Si, je le dois, a-t-il interrompu. Il m'a regardé dans les yeux. Je l'ai laissé te traiter comme ça pendant des années. Je pensais que si je maintenais la paix, si je gardais le silence, les choses s'amélioreraient. Je pensais qu'elle finirait par voir quel homme bon tu es. Mais j'avais tort. J'étais un lâche. Tu n'as pas été un lâche aujourd'hui, ai-je dit. J'aurais dû renverser cette table il y a 20 ans, a dit papa. Quand elle a donné cette voiture à Caleb. Quand elle n'est pas venue à ta remise de diplôme. Quand elle a refusé de rencontrer Julien. Il a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Puis il a tendu l'autre et a serré celle de Julien. Je la quitte, Matt, a dit papa. J'en ai assez. Je ne peux pas y retourner. Je me fiche de devoir dormir dans un refuge. Tu ne dormiras pas dans un refuge, ai-je dit. Tu restes avec moi. J'ai plein de place. Je ne peux pas être un fardeau, a dit papa, la vieille habitude de l'autodépréciation reprenant le dessus. Papa, ai-je dit fermement. Tu es mon père. Tu n'es jamais un fardeau. Mon téléphone a vibré.
C'était un SMS de Caleb, espèce de psychopathe. Maman est hystérique. Elle appelle les flics. Tu as intérêt à arranger ça ou je te poursuis en justice. J'ai montré le téléphone à papa. Il a ri. Te poursuivre pourquoi? Dommage et intérêt pour la sauce? Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre SMS de Caleb, et dit à papa qu'il doit signer les papiers de garantie demain ou on est tous foutus. J'ai besoin de cet argent, Matt. Sérieusement. La voilà, la panique. Papa, ai-je dit en posant le téléphone. On doit parler de la maison. Je sais, a soupiré papa. On va devoir la vendre, diviser les biens. Ça va être un bazar. Elle se battra pour chaque centime, même s'il n'en reste aucun. Papa. Je me suis penché plus près. Maman ne peut pas vendre la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un bien conjugal. Non, ai-je dit. Ça ne l'est pas. J'ai cherché dans la poche de ma veste et j'ai sorti le dossier bleu. Je l'ai posé sur la table collante, juste à côté du sucrier. Ouvre-le, ai-je dit. Papa a essuyé ses mains sur une serviette et a ouvert le dossier. Il a ajusté ses lunettes et a lu la première page. Ses yeux se sont écarquillés. Il a levé les yeux vers moi, puis est revenu au papier. C'est l'acte de propriété, a-t-il balbutié. D'il y a 5 ans, quand on a failli perdre la maison. Continue de lire, ai-je dit. Regarde la ligne propriétaire enregistrée. Papa a suivi la ligne avec son doigt. Matthew Reynolds. Il a levé les yeux, confus. Mais maman pense que la banque a renégocié le prêt. Elle pense qu'on paie une hypothèque à la banque. Vous me payez à moi, ai-je dit. Vous envoyez le chèque à la société que j'ai créée. Je paie les taxes et l'assurance. J'ai acheté la maison, papa. Cash, il y a 5 ans. Elle m'appartient à 100%. Papa s'est adossé à la banquette. Il avait l'air stupéfait. Tu nous as sauvés, a-t-il chuchoté. Tu nous as sauvés, et tu l'as laissé faire comme si elle était toujours la reine du manoir. Je l'ai fait pour toi, ai-je dit. Je ne voulais pas que tu aies l'impression d'avoir perdu ta maison. Mais ça veut dire. Papa a commencé à sourire, un vrai sourire malicieux. Ça veut dire, ai-je dit, que maman vit dans ma maison. Caleb essaie d'obtenir un prêt sur ma maison. Et demain. Demain tu peux les expulser. Papa a terminé la phrase. Exactement. Légalement, elle est une locataire sans bail, ai-je précisé. Et elle vient d'agresser le fils du propriétaire. Brenda est arrivée avec les hamburgers. L'odeur de graisse et d'oignon était enivrante. Servez-vous, a dit papa en prenant son hamburger à 2 mains. On a besoin de force. Demain, c'est le jour de l'expulsion. Nous avons mangé comme des rois. Julien avait une moustache de milkshake au chocolat. Papa a ri jusqu'à en pleurer. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le fils invisible. J'étais l'homme qui tenait les cartes. Et demain, j'allais jouer ma quinte flush royale. Le soleil s'est levé le lendemain matin avec une audace qui semblait insultante. C'était un vendredi lumineux et vif, le genre de matin post-Thanksgiving habituellement réservé aux sandwichs à la dinde et au shopping. Mais pour moi, c'était le jour du jugement. J'ai dormi sur le canapé de mon propre salon, car j'avais insisté pour que papa prenne la chambre d'amis. Quand je me suis réveillé, la maison était silencieuse. Pendant une seconde, j'ai paniqué. J'ai cru que papa avait peut-être changé d'avis. J'ai cru que la culpabilité de 40 ans de mariage s'était peut-être insinuée pendant la nuit, et qu'il était retourné à la maison des horreurs pour s'excuser. Mais ensuite, j'ai senti une odeur de bacon. Je suis entré dans la cuisine. Papa était là, vêtu d'un de mes peignoirs un peu trop grands pour lui. Il fredonnait. Il faisait des crêpes. Julien était assis au comptoir, balançant ses jambes, regardant son grand-père avec admiration. « Bonjour, propriétaire », a dit papa en souriant. « Bonjour, papa », ai-je répondu en me servant du café. « Bien dormi ?»« La meilleure nuit de sommeil depuis l'administration Carter », a dit papa. Il a mis une crêpe en forme de Mickey Mouse dans l'assiette de Julien. « J'ai parlé à Carter, d'ailleurs, ton ami avocat.
Je l'ai appelé à 6 heures du matin. J'espère qu'il ne te facturera pas pour l'heure matinale. Tu as appelé Carter, ai-je demandé. Je voulais être sûr, a dit papa, son visage devenant sérieux. Je voulais être sûr de ne pas avoir rêvé de l'acte de propriété, et je voulais connaître la procédure. Carter dit qu'on doit y aller aujourd'hui. Il dit qu'on doit sécuriser les lieux avant que Caleb ne tente quelque chose de stupide. Caleb est désespéré, ai-je dit. Il a besoin de cette ligne de crédit, qu'il ne peut pas obtenir, a répondu papa, parce que la banque ne prête pas d'argent sur une maison qu'il ne possède pas. Mais il ne le sait pas encore, ce qui le rend dangereux. Nous avons déjeuné rapidement. Il y avait une énergie militaire dans l'air. Nous n'étions pas une famille en visite, nous étions une unité tactique. J'ai conduit, papa était assis à côté de moi. Nous avons laissé Julian chez ma voisine de confiance, Madame Higgins, car les choses allaient devenir difficiles, et je ne voulais pas qu'il voie sa grand-mère supplier ou crier. Quand nous sommes arrivés devant la maison, la Lamborghini jaune était toujours là, mais il y avait une autre voiture aussi, une dépanneuse. Un agent de recouvrement était en train de l'atteler. Papa a laissé échapper un léger sifflement. Eh bien, ça répond à la question sur ses finances. Nous sommes sortis de la voiture. Caleb était sur la pelouse, portant toujours son pantalon de costume taché de vin de la veille, en train de hurler sur le chauffeur de la dépanneuse. « Vous ne pouvez pas la prendre » criait-il, la voix brisée. « J'ai fait le paiement. C'est un retard de virement. J'appelle mon avocat. » Le chauffeur, un homme costaud qui avait clairement entendu ce discours 1000 fois, n'a même pas levé les yeux. « Appelez le pape si ça vous chante, mon pote. L'ordre est arrivé ce matin, défaut de paiement du leasing. Reculez ou j'appelle les flics. » Caleb s'est tourné et nous a vus. Son visage est passé du rouge au blanc livide. « Toi, a-t-il pointé vers moi. C'est de ta faute. Toi et ton petit drame d'hier soir, vous avez tout gâché. Je suis passé devant lui sans même ralentir. Bonjour, Caleb. Belle voiture. Où l'était? Papa a marché à mes côtés sans un regard pour Caleb. Il a monté les marches du perron. Il a utilisé sa clé qui fonctionnait encore, et a ouvert la porte. L'odeur nous a frappé en premier, du vin éventé, de la graisse figée, et l'odeur aigre du nettoyant au citron, qui tentait de masquer un désastre. Maman était dans le salon. Elle était assise sur le canapé, frottant une tache de vin sur le tapis avec une énergie furieuse et maniaque. Jessica, la femme de Caleb, était assise dans le fauteuil, fixant le mur, l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Quand maman nous a vus, elle a arrêté de frotter. Elle s'est levée et s'est redressée, lissant son tablier en ruine. Alors, dit-elle d'une voix glaciale, tu as décidé de revenir en rampant. Elle a regardé papa. J'espère que tu as préparé de bonnes excuses, Joseph. Et un chèque. Les nettoyeurs de tapis facturent le triple pour les jours fériés. Et la table de ma grand-mère elle est rayée. Papa n'a pas parlé. Il s'est simplement dirigé vers le manteau de la cheminée et a pris une photo encadrée de lui et maman, datant d'il y a 20 ans. Il l'a regardée un instant, puis l'a posée face contre terre. Je ne suis pas là pour m'excuser, Éléonore, a dit papa. Je suis là pour faire mes valises. Tes valises? Maman a ri, un son dur et cassant. Ne sois pas ridicule. Tu ne vas nulle part. Tu fais une crise de la quarantaine à 68 ans. C'est pathétique. Tu vas t'asseoir, faire un chèque à Caleb pour son préjudice moral, et ensuite tu vas t'excuser auprès de moi pour m'avoir humilié devant mes petits-enfants. Ce n'étaient pas des petits-enfants, ai-je dit en m'avançant. C'étaient des tyrans en formation. Maman a tourné la tête brusquement vers moi. Toi. Tu es le poison de cette famille, Matthew. Depuis que tu as ramené ce garçon dans nos vies, tout est devenu difficile. Tu as retourné ton père contre moi. Je ne l'ai pas retourné contre toi, ai-je répondu. J'ai juste ouvert ses yeux. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Caleb est entré en courant, essoufflé. Maman. Ils ont pris la voiture. Tu dois signer les papiers maintenant. Aujourd'hui. On doit virer l'argent à la société de leasing avant midi où il résilie le contrat. Maman, s'il te plaît. Caleb tremblait, il ressemblait à un toxicomane en manque. Maman a regardé son enfant prodige.
Son visage s'est adouci instantanément. Oh, mon pauvre bébé. Ça va aller. On va arranger ça. J'appelle la banque tout de suite. On a la garantie. On a plein de garanties. Elle s'est tournée vers papa. Joseph, où est le dossier avec le titre de propriété? J'en ai besoin pour le notaire. Papa m'a regardé. Il a hoché la tête. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti le dossier bleu. Tu n'as pas besoin de notaire, maman, ai-je dit. Et tu n'as pas besoin de la banque. Donne-moi ça. Caleb s'est jeté sur le dossier. J'ai reculé. Assieds-toi, Caleb, ou j'appelle la police et je leur parle de la cocaïne que j'ai vue dans ta boîte à gants hier soir. Je n'avais pas vraiment vu de cocaïne, mais c'était une supposition calculée, basée sur son comportement. Caleb s'est figé. Ses yeux s'agitaient. Jessica a eu un hoquet de surprise. Assieds-toi, ai-je ordonné. Ma voix était calme, autoritaire. C'était la voix que j'utilisais quand je licenciais des employés incompétents. Maman n'a pas bougé. C'est quoi ces bêtises, a-t-elle exigé. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti l'acte de propriété. C'était un document épais avec un sceau doré en bas. Je me suis dirigé vers la table basse, la seule encore debout, et je l'ai posé dessus. Lis, ai-je dit. Maman a regardé le papier. Elle a plissé les yeux. Elle a refusé de le prendre, comme si le toucher allait la brûler. Je n'ai pas besoin de lire tes faux papiers, a-t-elle craché. Ce ne sont pas des faux, Éléonore, a dit papa. C'est une copie certifiée de l'acte de vente. Regarde la date. Il y a 5 ans, quand la banque a réclamé le prêt. Maman a enfin regardé. Ses yeux ont parcouru le jargon juridique, cédant, cessionnaire, description du bien. Puis elle a vu, propriétaire, Matthew J. Reynolds. Elle a fixé le nom. Elle a cligné des yeux. Elle a relu. Je ne comprends pas, a-t-elle chuchoté. La banque on a renégocié. Caleb a dit qu'il connaissait un type à la banque qui avait restructuré le prêt. Elle a regardé Caleb. Caleb fixait le sol, le visage gris. Tu savais, a demandé maman à Caleb. Je ne savais pas qu'il l'avait acheté, a balbutié Caleb. Je savais juste que la banque avait arrêté d'appeler. Je pensais que tu avais réglé ça. J'ai réglé ça, ai-je dit en le coupant. J'ai remboursé les 300 000 € que tu leur as volés, Caleb. J'ai remboursé la 2e hypothèque que tu as fait signer à papa. J'ai acheté la maison pour qu'il ne se retrouve pas à la rue. Je me suis tourné vers maman. Tu n'es pas propriétaire de cette maison, maman. Tu ne le es plus depuis 5 ans. Tu vis ici en tant qu'invité. Sans loyer, sans charge. Maman s'est affaissée sur le canapé. Tout l'air a quitté ses poumons. Elle avait l'air petite. Mais c'est ma maison, a-t-elle marmonné. J'ai choisi les rideaux. J'ai planté les rosiers. Tu as choisi les rideaux, j'en conviens, ai-je dit. Mais je possède les murs auxquels ils sont suspendus. Et en tant que propriétaire, j'ai le droit de décider qui vit ici. La pièce était d'un silence de mort. Même le tic-tac de l'horloge murale semblait assourdissant. Et j'ai décidé, ai-je continué, ma voix se durcissant, que je ne veux pas de locataire qui maltraite mon fils. Maman a levé les yeux, des larmes de choc perlant à ses paupières. Locataire? Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère au moment où tu as giflé Julien, ai-je répondu. Maintenant, tu es juste une femme qui habite dans ma maison. Une femme qui a dit à mon fils de manger les restes. J'ai sorti un autre papier du dossier, un avis d'expulsion. Ceci est un avis formel, ai-je dit en le posant à côté de l'acte. Dans cet état, en tant que locataire sans bail, je dois vous donner 30 jours. Mais étant donné la querelle domestique d'hier soir, l'agression sur un mineur, mon avocat dit que je peux obtenir une ordonnance d'expulsion d'urgence en 48 heures si je porte plainte. Porteur plainte, haleta maman. Tu n'oserais pas. Mets-moi au défi, ai-je dit. Tu as 30 jours. Mais papa part aujourd'hui. Maman a regardé papa. Elle a tendu une main. Joseph, tu savais tout ça. Tu l'as laissé me faire ça. Papa n'a pas pris sa main. Il s'est redressé. Il ne te fait pas ça,
Éléonore, a-t-il dit. Tu te le es fait à toi-même. Tu as choisi Caleb. Encore et encore, tu as choisi l'apparence plutôt que la substance. Tu as choisi un mensonge plutôt que ta propre famille. Papa s'est dirigé vers le couloir. Je vais faire mes valises. Je prends le camion. Tu peux garder la berline. Joseph, a hurlé maman. Tu ne peux pas me quitter. Comment je vais payer les factures? Comment je vais manger? Demande à Caleb, a dit papa sans se retourner. C'est lui l'entrepreneur de génie, non? Maman s'est tournée vers Caleb. Caleb, fais quelque chose. Règle ça. Caleb a regardé maman, puis moi, puis l'avis d'expulsion. La réalité s'imposait. Il n'y avait pas de garantie. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de maison à utiliser. Et soudain, le masque de l'enfant prodige est tombé. Régler ça, a ricané Caleb à maman. Régler quoi? C'est toi qui as perdu la maison. Tu m'as dit que tu en étais propriétaire. Tu m'as menti. Moi, j'ai menti, a hurlé maman. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma retraite. Je t'ai donné mes bijoux. Et ce n'était pas assez, a crié Caleb en retour. Ce n'est jamais assez. Et maintenant regarde-nous. Je suis fauché, ma voiture a disparu, et tu es à la rue, espèce de vieille idiote. La pièce s'est figée. Maman a regardé Caleb comme s'il venait de lui tirer dessus. Le garçon qu'elle avait idolâtré, celui qu'elle avait mis sur un piédestal tout en me jetant dans la poussière, la traitait de stupide. Il la blâmait. Caleb, a-t-elle chuchoté. Comment peux-tu me parler comme ça? Parce que tu ne lui sers plus à rien, est intervenue Jessica. Nous nous sommes tous tournés vers elle. Elle s'est levée, lissant sa robe. Elle s'est approchée de Caleb et a enlevé son alliance. Jessica, a demandé Caleb. Chérie. Elle a laissé tomber la bague dans la poche de sa chemise. J'emmène les garçons chez ma sœur, a-t-elle dit calmement. Ne nous suis pas, et ne m'appelle pas tant que tu n'auras pas un travail. Un vrai travail, pas un plan foireux. Elle m'a regardé. Matthew, je suis désolé pour hier soir. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, ai-je répondu. Tu aurais dû. Elle a hoché la tête, la honte colorant ses joues, et elle est sortie. Caleb a couru après elle. Jess, attends. Bébé, j'ai un plan. J'ai juste besoin d'un peu de temps. La porte d'entrée a claqué. Maman était seule. Elle était assise sur le canapé, entourée de l'odeur de vin éventé et des décombres de sa vie. Elle m'a regardé, les yeux suppliants. Matthew, dit-elle, la voix tremblante. Tu ne peux pas être sérieux. Où vais-je aller? Je l'ai regardé. J'ai regardé les mains qui avaient giflé mon fils. J'ai regardé la bouche qui m'avait craché du venin pendant 30 ans. J'ai ressenti une pointe de pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Julien. Je me suis souvenu de lui, assis à cette table pliante bancale. Tu as 30 jours, maman, ai-je dit. Je te suggère de commencer à faire tes cartons. Et si j'étais toi, je commencerais à chercher une table plus petite. Je me suis retourné et je suis parti aider papa à faire ses bagages. Quand nous sommes partis, 1 heure plus tard, la benne du camion était chargée des vêtements de papa, de ses outils et de son matériel de pêche. C'était tout ce qu'il voulait. Maman était toujours assise sur le canapé, fixant l'acte de propriété. Elle n'est pas venue à la porte. Elle n'a pas fait de signe d'adieu. En reculant dans l'allée, papa a poussé un long soupir. Il a baissé la vitre, et l'air froid lui a fouetté le visage. J'ai l'impression de pouvoir respirer, a-t-il dit. Pour la première fois en 40 ans, je peux vraiment respirer. Je l'ai regardé. Il souriait. Rentrons à la maison, papa, ai-je dit. Julien nous attend. Décembre est arrivé avec une couverture de neige, recouvrant les cicatrices de novembre. 4 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident de la dinde, comme nous l'appelions désormais. La vie avait trouvé un nouveau rythme, étrange, mais merveilleux. Papa vivait dans la chambre d'amis de ma maison, mais il n'était pas vraiment un invité, il était essentiel. Il était debout tous les matins à 6 heures, réparant des choses que je ne savais même pas casser.
Il a réparé le robinet qui fuyait dans la buanderie. Il a construit une bibliothèque pour la chambre de Julien. Il a organisé le garage. Mais surtout, il était un grand-père. Il allait chercher Julien à l'école tous les jours. Je rentrais du travail pour les trouver dans le salon, en train de construire des châteaux de Lego élaborés ou de lire des livres au coin du feu. Julien n'était plus le garçon timide qui restait assis dans son coin. Il était bruyant. Il riait. Il courait dans la maison en sachant que personne n'allait lui crier dessus pour exister. « Papa », ai-je dit un soir en les regardant jouer. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu es à la retraite. Tu devrais te reposer. » Papa a levé les yeux du sol où il aidait Julien à assembler un vaisseau spatial en Lego. « Je me repose, Matt. Être ici, être utile, être aimé, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. » Nous ne parlions pas beaucoup de maman, mais nous savions ce qui se passait. Carter, mon avocat, s'occupait de tout. Il m'a dit que maman avait déménagé au 29e jour. Elle n'est pas partie discrètement, elle aurait crié sur les déménageurs, cassé un vase et menacé de poursuivre tout le monde, du facteur au président. Mais elle est partie. Elle a emménagé dans un petit 2 pièces de l'autre côté de la ville. C'était un endroit correct, je m'en suis assuré. Je n'étais pas cruel. J'ai payé les 6 premiers mois de loyer pour elle, anonymement, par l'intermédiaire de Carter. Après cela, elle devrait vivre de sa sécurité sociale. Caleb vivait sur son canapé. Jessica avait demandé le divorce et obtenu la garde exclusive des garçons. L'entreprise de Caleb s'était complètement effondrée, et il esquivait les huissiers de justice pour diverses dettes. Alors maintenant, maman et son enfant prodige étaient enfin réunis, piégés dans un petit appartement aux murs fins, sans argent, sans statut, et sans personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. J'ai appris par un ami de la famille qu'ils se disputaient constamment. Maman le harcelait pour qu'il trouve un travail, il lui hurlait dessus pour avoir perdu la maison. C'était un enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. Le réveillon de Noël est arrivé. La maison sentait les aiguilles de pain et la cannelle. Cette fois, c'est moi qui cuisinais, et je préparais une dinde, une grosse. La sonnette a retenti. J'y vais, a crié Julien en courant vers la porte. Il a ouvert et a découvert Carter et sa femme, ainsi que Madame Higgins d'à côté. J'avais invité notre famille choisie. Nous nous sommes réunis dans la salle à manger. Ma table n'est pas un monstre en chêne ancien, c'est une table moderne et épurée en bois de récupération qui peut accueillir 12 personnes. D'accord, tout le monde, ai-je dit en levant un verre de vin. Le dîner est servi. Nous nous sommes tous assis. Papa était en bout de table. J'étais à sa droite, Julien à sa gauche. Il n'y avait pas de table pour les enfants. Pas d'exil dans la cuisine. Attendez, a dit soudainement Julien. On a oublié quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. Julien a sauté de sa chaise, a couru dans la cuisine et est revenu avec une petite assiette en carton. Dessus, il y avait un seul nugget de poulet. Il s'est approché d'une chaise vide dans le coin, une chaise que nous avions laissée vide en souvenir. Il a posé le nugget sur la chaise. C'est pour le bon vieux temps, a dit Julien sérieusement. Pour qu'on se souvienne de ne pas être méchant. Mon cœur s'est serré. Il s'en souvenait. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Mais il traitait l'événement avec une grâce que maman n'avait jamais eue. C'est un bon rappel, Julien, a dit papa en s'essuyant l'œil. Nous avons commencé à manger. Et laissez-moi vous dire, la nourriture avait meilleur goût que n'importe quel repas que j'avais jamais mangé dans cette grande maison coloniale. Elle avait le goût de la liberté. Au milieu du dîner, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, maman. La table s'est tue. Tout le monde me regardait. J'ai laissé sonner. C'est allé sur la messagerie. Ça a sonné de nouveau. Papa a posé sa fourchette. Tu peux répondre si tu veux, Matt. Je ne serai pas fâché. J'ai regardé le téléphone. Je l'imaginais dans ce petit appartement. Peut-être qu'elle se sentait seule. Peut-être qu'elle appelait pour s'excuser. Peut-être qu'elle réalisait enfin ce qu'elle avait perdu. Mais ensuite, j'ai regardé Julien, mangeant joyeusement sa farce, en sécurité et serein. J'ai regardé papa, qui avait l'air d'avoir rajeuni de 10 ans, riant avec Madame Higgins.
J'ai réalisé que laisser sa voix entrer dans cette pièce serait comme ouvrir une fenêtre dans un sous-marin, cela ne ferait qu'entrer l'eau. Non, ai-je dit. On mange. J'ai retourné le téléphone. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que Julien soit endormi, papa et moi nous sommes assis près du feu avec un verre de scotch. Qu'est-ce qu'elle voulait, a demandé papa en fixant les flammes. Elle ne s'excusait pas, ai-je répondu. Elle se plaignait que Caleb avait mangé la dernière tranche du jambon de Noël, et me demandait si je pouvais lui virer 500 € pour une nouvelle télé. Papa a secoué la tête et a pris une gorgée de scotch. Certaines personnes ne changent jamais, Matt. Elles ne font que vieillir. Est-ce que ça va, papa, ai-je demandé. Vraiment? Elle me manque parfois, a-t-il admis. Ou plutôt, la personne que je croyais qu'elle était, quand nous avions 20 ans, me manque. Mais ce qui ne me manque pas, c'est cette sensation de marcher sur des œufs dans ma propre cuisine. Ce nœud à l'estomac à chaque fois que la porte du garage s'ouvrait. Il m'a regardé. Tu m'as rendu ma vie, mon fils. Tu m'as donné un foyer. Je ne pourrai jamais te rembourser pour ça. Tu m'as remboursé ce soir, ai-je dit. Quand tu as lu la nuit avant Noël à Julien, c'est tout le loyer dont j'ai besoin. Nous sommes restés silencieux un moment, à simplement regarder le feu crépiter. Tu sais, a dit doucement papa, je me suis toujours inquiété pour toi, parce que tu étais le plus calme, celui qui restait en retrait. J'avais peur que tu laisses le monde te marcher dessus. J'ai failli, ai-je dit. Mais tu ne l'as pas fait, a souri papa. Tu as attendu, tu as planifié, et quand le moment est venu, tu as renversé la table. J'ai ri. C'est toi qui as littéralement renversé la table, papa. Métaphoriquement, a-t-il cligné de l'œil. Tu as renversé la situation. La semaine suivante, j'ai mis l'ancienne maison en vente. Je n'en voulais pas. Je ne voulais pas des souvenirs. Je l'ai vendue à un jeune couple sympathique avec un bébé en route. J'espérais qu'il la remplirait de meilleurs souvenirs que nous. Avec l'argent de la vente, j'ai fait 3 choses. D'abord, j'ai acheté un petit appartement confortable en centre-ville, et j'ai mis l'acte de propriété au nom de papa. Je voulais qu'il ait son propre bien, sa propre indépendance, même s'il passait le plus clair de son temps chez moi. Deuxièmement, j'ai créé un fonds d'études pour Julien, si sécurisé que même un acte du Congrès ne pourrait y toucher. Et troisièmement, j'ai envoyé un chèque à l'agence d'aide à l'enfance où j'ai trouvé Julien, en y joignant une note, pour les restes, afin qu'il n'ait jamais à manger dans la cuisine. Quant à maman, elle est toujours dans cet appartement. Caleb est parti un mois plus tard pour poursuivre une opportunité en or à Vegas, la laissant avec le loyer à payer. Elle appelle parfois. Je réponds parfois. Nous parlons de la météo. Nous parlons des nouvelles, mais nous ne parlons jamais de Thanksgiving. Et elle ne demande jamais de nouvelles de Julien. Et c'est très bien comme ça, car Julien a une famille. Il a un père qui déplacerait des montagnes pour lui. Il a un grand-père qui renverserait des tables pour lui. Et il sait, au plus profond de lui, que sa place est à la table principale, pour toujours. Cette histoire ne parle pas seulement d'un mauvais dîner de Thanksgiving. Elle parle de limites, d'estime de soi, et de la vraie définition de la famille. D'abord, l'indépendance financière est votre plus solide bouclier. Parce que j'avais mes propres ressources, et que j'avais secrètement assuré le logement de mes parents, je détenais le pouvoir lorsque la maltraitance a escaladé. Si j'avais été dépendant d'eux, ou si j'avais laissé Caleb tout dilapider, l'issue aurait été tragique. Deuxièmement, les membres toxiques de la famille n'ont aucun droit sur votre vie, juste parce qu'ils partagent votre ADN. Ma mère a utilisé le sang comme une arme pour blesser mon fils. Mais la famille, c'est l'action. La famille, c'est l'amour. Papa a prouvé qu'il était ma famille en me défendant, maman a prouvé qu'elle ne l'était pas en maltraitant un enfant. Enfin, protéger ses enfants passe avant tout. Toujours. Au moment où ma mère a giflé Julien, la relation a pris fin. Il n'y a pas de compromis, quand il s'agit de la sécurité et de la dignité d'un enfant. Briser le cycle de la maltraitance est le plus important héritage que nous puissions laisser. Qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur avec ma mère en l'expulsant? Ou a-t-elle eu exactement ce qu'elle méritait? Si vous croyez que chaque enfant mérite une place à table, tapez bien dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir que vous êtes du côté de Julien et de papa.
votre interaction aide cette histoire à atteindre plus de gens, qui pourraient avoir besoin du courage de renverser leur propre table. Merci de m'avoir écouté.